On va démarrer. Donc, bonjour à tous. On est réunis aujourd'hui pour un- une session donc de webinaire sur les contrats notamment dans le RGPD, les contrats dans les relations entre des responsables de traitement et des sous-traitants, ce qu'on appelle les DPA. Alors, l'objectif, c'est de voir effectivement déjà un peu ce que c'est, rappeler un peu les choses et de pouvoir aussi vous présenter une solution pratique pour pouvoir les piloter et pouvoir les gérer efficacement, essayer d'avoir une vue d'ensemble aussi de tous ces contrats. Donc on va essayer de se donner ça pendant l'heure qui vient. Euh, Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, etc., n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les poser directement la partie Q&R ou conversation. On sera ravi de répondre et puis je prendrai quelques instants en fin de webinaire pour essayer de répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, peut-être en guise d'introduction d'ordre du jour de notre point. Alors, pour ceux qui m'ont peut-être déjà vu avec Julie au printemps des DPO, pour ceux qui et cette semaine, sachez qu'effectivement la présentation est assez proche, voire même carrément proche, hein, je vous le cache pas. Néanmoins, on a un peu plus de temps, donc on essaiera d'approfondir et puis d'aller directement dans l'application. Donc l'objectif, ça va être voilà, de préciser c'est quoi les contrats dans le RGPD en se focalisant bien sûr sur le DPA, qu'est-ce qu'on doit surveiller, comment on peut les piloter, puis finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à essayer de faciliter la gestion de ces contrats et la génération de ces contrats. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement, on va voir. Euh, Ça va être l'objectif. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Jérôme de Mercey. Je suis en charge des opérations clients chez Dastra et je suis un des fondateurs de la plateforme. J'ai travaillé moi pendant longtemps à la CNIL. Je suis juriste de formation et voilà, on a construit Dastra il y a maintenant un peu plus que 4 ans sur la base aussi du constat que euh, ça marchait pas très bien la protection des données dans le monde. Donc il faut donner un peu des bons outils aux organismes pour essayer d'avancer, d'aller un peu mieux, de faire quelque chose qui soit concret, réel et qui marche plutôt bien. C'est vraiment notre volonté chez Dastra d'apporter une solution qui soit pratique, qui soit efficace, qui soit facile à prendre en main, mais qui réponde aussi à tous les besoins du RGPD. Alors, oui, tout ça bout à bout, ça fait beaucoup de choses. C'est un sacré défi. Et donc, aujourd'hui, ce que je voudrais aussi un peu vous présenter, c'est une brique complémentaire qu'on a apportée et qui nous semble importante dans le cadre d'une activité de DPO, d'une activité voilà, de gestion de la privacy ou des données personnelles dans son entreprise, dans son organisation. Et donc voilà. Donc Dastra, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas non plus, Dastra, c'est un outil évidemment qui permet de piloter les données à caractère personnel, mais pas que, dans son organisation à travers différents modules, tous interconnectés, de manière collaborative, simplifiée, et qui va vous permettre de retrouver de la valeur par rapport à tout ce travail de conformité, de documentation, et de pas forcément travailler pour rien. Voilà, donc d'essayer d'en tirer des choses et de faire des beaux rapports, par exemple, ce genre de choses. Alors, peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on peut rappeler? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au contrat? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au contrat aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que les contrats, c'est important? Peut-être parmi vous, je pense qu'il y en a nombreuses personnes qui sont juristes. Vous avez bien en tête que le contrat, c'est finalement le pivot, c'est c'est l'élément qui va matérialiser une relation, qui va porter des engagements, qui va donner de la sécurité.
sécurité juridique, bien évidemment, mais de la sécurité dans les affaires, tout simplement. Donc, l'objectif, évidemment, d'un contrat, ça va être, premièrement, d'assurer une sécurisation juridique d'une relation et être clair avec les personnes avec qui on travaille et qu'il n'y ait pas de... Voilà, on prévoit tous les cas, tous les risques, euh, tous les, toutes les situations potentielles et puis comment ça se passe pour gérer ça. Le deuxième enjeu du contrat, en tout cas dans le RGPD, c'est aussi d'assurer une part de conformité. Une part de conformité aux règles, à la règle du RGPD, on va le voir, parce que le RGPD impose un contrat. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête et puis de s'y intéresser. Essentiellement parce que une entreprise ou une organisation qui met en œuvre des traitements de données, qui fait appel à des partenaires ou des prestataires et qui n'a pas de contrat avec ces prestataires, se met en manquement avec la réglementation en faux et donc risque d'avoir, eh bien, outre quelques problèmes opérationnels, eh bien, des problèmes avec le régulateur. Et puis un troisième point qu'on peut rappeler, c'est effectivement que un contrat, ça apporte de la sécurité juridique, ça apporte de la conformité, mais ça apporte aussi de la clarification et derrière une protection pour les individus donc, qui sont concernés par le traitement des données. Puisque derrière, on va encadrer qui fait quoi. Donc, les droits des personnes, par exemple, on va encadrer les relations, les données qui sont utilisées, les objectifs, etc. Donc, il y a aussi une logique importante eh bien, de respect, tout simplement, de la personne humaine à travers cette logique contractuelle. Petit rappel aussi qu'on peut préciser, c'est toujours important et c'est des éléments aussi qui peuvent soutenir parfois un discours, c'est qu'effectivement le contrat c'est une obligation, on va le voir dans certains cas, euh, pour, pour les organisations donc, qui mettent en œuvre des traitements et que c'est sanctionné. Et la sanction, elle est à hauteur de 10 millions d'euros, 2% du chiffre d'affaires mondial donc, de l'entreprise ou de l'organisation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, vous savez, dans le RGPD, il y a globalement deux, euh, de systèmes pour les sanctions. Vous avez les grands principes qui sont sanctionnés de manière plus élevée, 2 fois plus, à 20 millions d'euros et 7%. Puis vous avez les obligations qui permettent le respect des grands principes. Et ça, c'est sanctionné de moitié. Alors, ça fait, c'est des sanctions dans un tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même le contrat, c'est aussi quelque chose que le RGPD, tout comme les AIPD, comme le registre, comme l'obligation parfois d'avoir un DPO, etc. C'est des obligations que le RGPD, que le régulateur a voulu un peu mettre en avant pour forcer les organisations à être responsables, à maîtriser leur patrimoine de données et à respecter les individus. Et donc à être en responsabilité, le fameux principe d'accountability, c'est une traduction directe de ce principe-là. Donc pouvoir prouver sa conformité. Et un contrat, c'est un élément de preuve. C'est important parce que, et d'expérience, et je pense qu'il y en a d'autres parmi vous qui le savent peut-être, quand vous faites appel quand vous êtes, par exemple, dans un cadre d'un contrôle de la CNIL, ou quand vous avez des relations avec la CNIL, dans le cadre du traitement de plainte, la CNIL peut vous demander, en France en tout cas, elle va vous demander nécessairement un contrat qui va encadrer une relation avec un prestataire que vous avez mentionné. Donc c'est toujours quelque chose qui est systématique, le contrat. Il faut vraiment penser à quelque chose de systématique. Alors ça tombe bien parce que la plupart du temps, il y a quand même des contrats. Heureusement, ça rase. Aujourd'hui, les situations, il n'y a plus de contrat entre des sous-traitants et des responsables de traitement, c'est assez rare. Néanmoins, c'est pas parce qu'il y a un contrat que le contrat est bon. C'est pas parce qu'il y a un contrat que tout va bien et qu'on peut aller de l'avant. Encore faut-il vérifier que le contrat est conforme et que le contrat respecte bien les éléments. Alors, j'entends qu'il y a un petit problème de son. Je vais essayer de régler ce problème.
Mettons mon casque. Bon, 2 petites secondes. Voilà. C'est peut-être mieux de cette manière-là. N'hésitez pas à me dire si jamais le son est encore un peu métallique ou haché, mais je pense que ce sera mieux ici. Alors, nous, on va s'intéresser effectivement au fameux DPA. Alors, pour information, hein, on parle communément du DPA, hein, vous le verrez un peu partout, et dans les relations économiques, c'est donc le Data Processing Agreement. Parfois, vous allez avoir aussi le Data Processing Addendum, c'est plutôt des termes anglo-saxons, on aime bien le latin, et ce que ça veut dire en français, c'est l'accord de sous-traitance, globalement. Et cet accord de sous-traitance, il est encadré. Il est prévu, il est obligatoire entre un responsable de traitement et un sous-traitant. Et ça, c'est l'article 28 du RGPD qui va imposer la création d'un contrat ou d'un acte juridique qui a même valeur que le contrat, on va dire de cette manière-là, entre ces deux parties prenantes dans un traitement. L'objectif, il est bien évidemment d'organiser des rapports entre les deux parties, le responsable de traitement et le sous-traitant, et leurs obligations. Ça encadre effectivement ce traitement, donc qui est l'objet du contrat, et ça précise également un certain nombre de choses. Les conditions dans lesquelles le sous-traitant peut lui-même recourir à un sous-traitant, etc. Et puis on va voir un peu plus en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligation de l'article 28, elle s'applique entre un responsable de traitement et un sous-traitant, mais ça s'applique également entre un sous-traitant et son sous-traitant ultérieur. Le RGPD ne le dit pas explicitement, mais la relation, l'objectif du contrat, il est d'encadrer une relation entre un organisme qui met en œuvre un traitement et qui va le sous-traiter à quelqu'un d'autre. Et donc que ce soit un responsable de traitement avec son sous-traitant, que ce soit un sous-traitant qui va sous-traiter une partie à un autre sous-traitant, eh bien, il va falloir, dans le cadre de ce traitement-là, avoir un contrat. C'est intéressant parce que c'est un point qui a été justement rappelé pour ceux qui ont peut-être suivi l'actualité récente. Il y a eu le DPB, hein, donc les CNIL européennes, qui ont sorti, pas plus tard que cette semaine, un avis, sur les relations justement entre un sous-traitant et les sous-traitants ultérieurs. Et donc, il a été justement expliqué de manière très claire que, évidemment, ces obligations-là s'appliquent dans cette relation-là. Donc, on n'est pas forcément que sur quelque chose de responsable de traitement sous-traitant, on va être sur ST, etc. Donc, ça, c'est des choses importantes à avoir en tête. Alors, le contenu du contrat, voilà, vous avez un peu une liste un peu à la Prévert, là, mais vous avez ici ce que prévoit l'article 28. Il dit que le contrat doit prévoir l'objet, la durée du contrat, la nature du traitement, la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées, les obligations et droits du responsable de traitement. Ça consiste aussi, et c'est de manière un peu plus précise, en traiter les données uniquement sur instruction documentée du responsable de traitement. S'engager au respect de la confidentialité pour les personnes qui traitent les données et prendre des mesures de sécurité du traitement. Avoir une autorisation, écrite ou générale, pour recruter un autre sous-traitant, un sous-traitant qui va recruter un sous-traitant ultérieur, eh bien, doit se faire, et ça, c'est aussi quelque chose qui a été rappelé donc, dans l'avis que j'ai cité juste avant de l'EDPB, donc du 7 octobre 2024, qui rappelle bien que le responsable de traitement reste en responsabilité tout le temps et que c'est lui qui doit décider. Donc après, il y a une obligation donc d'une autorisation. Celle-ci peut être soit générale, soit spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit, eh bien, on informe préalablement notre responsable de traitement en lui disant, bah, on va changer. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous dans un mois. Et puis vous avez un mois pour nous le dire, par exemple. Et puis, bah, si vous n'êtes pas d'accord, bah, on arrêtera le contrat. Ou on fera autre chose, on essaiera d'en parler.
de trouver un accord à l'amiable. Et puis l'autorisation spécifique, c'est non, vous ne pouvez pas changer si vous n'avez vraiment pas mon accord. Donc, vous voyez, c'est un peu la subtilité entre le consentement, les intérêts légitimes. On est un peu dans ce niveau-là. Vous avez effectivement l'obligation de prévoir aussi dans le contrat que le responsable de traitement doit être aidé par le sous-traitant dans son obligation de respecter les droits des personnes. Il peut aussi y avoir des précisions sur qui gère le droit des personnes. Est-ce que le sous-traitant prend une partie donc de la gestion des droits des personnes pour le compte du responsable de traitement? Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont à prévoir. Que le responsable de traitement doit être aidé par le sous-traitant dans le cadre de la réalisation des analyses d'impact. Parfois, le sous-traitant a la connaissance plus technique, plus spécifique sur son outil. Parfois, le sous-traitant fait aussi des modèles d'analyse d'impact pour le compte de ses clients. Et donc, il doit aider. Ça ne veut pas dire qu'il les réalise, mais par contre, il doit aider à la réalisation. Ça veut dire qu'il doit pouvoir être disponible pour pouvoir l'aider. Et puis ensuite, il doit supprimer ou en tout cas définir le sort des données à la fin du contrat. Qu'est-ce qui se passe quand le contrat se termine? On doit aussi pouvoir donner la possibilité aux responsables de traitement de pouvoir s'assurer que la conformité de la réalisation du contrat, donc du traitement derrière, puisque l'objet du contrat, c'est le traitement. On va pouvoir lui donner la possibilité de faire des audits. Très classiquement, c'est envoyer une société d'audit qui va aller vérifier que tout se passe bien. Ça peut être aussi tout simplement parfois juste tester la sécurité, organiser des tests de pénétration par des entreprises de cyber, par exemple. Ça fait partie des éléments qui doivent être encadrés et prévus dans le contrat. C'est obligatoire. S'il n'y a pas ça dedans, on risque de tomber sous la sanction donc par le régulateur. C'est un contenu minimal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre plus, mais en tout cas, ça veut dire que tous les contrats doivent avoir au moins ce type d'information nécessaire. Alors, pour ceux qui savent, évidemment, qui utilisent des contrats, sachez qu'il y a des modèles qui existent. La Commission européenne a lancé des clauses contractuelles type pour pouvoir justement proposer des modèles tout faits de contrats. La CNIL aussi a un modèle de jeu de clauses qui permet de répondre à ces obligations-là, qui est sur son site internet. Vous avez d'autres autorités de contrôle qui en ont proposé, qui permettent justement de pré-remplir un certain nombre de cases, on va dire, et de pouvoir ensuite s'assurer qu'on rentre tout de suite dans les clous. Alors c'est quand même très pratique et on va voir que justement, le fait qu'il y ait des obligations très précises de ce qui est attendu dans un contrat, ça permet aussi de pouvoir plus facilement les piloter. Alors, je fais un petit aparté sur d'autres types de contrats qui sont intéressants dans le RGPD et qui vont avoir un intérêt dans notre présentation juste après. C'est les clauses contractuelles type de transfert pour les transferts de données. Vous savez, quand il y a un transfert de données en dehors de l'Union européenne, il peut y avoir des mécanismes qui encadrent ce transfert. Et parmi ces mécanismes, vous avez la possibilité d'utiliser un contrat et un contrat type. Pour le coup, là, on ne peut pas utiliser un autre contrat type que celui-ci. Et ce sont des clauses contractuelles type émises par la Commission européenne. Ces clauses contractuelles type vont d'ailleurs parfois être associées au contrat de DPA. On va faire appel à un sous-traitant et puis on a une annexe dans le contrat de sous-traitance concernant le transfert de données en dehors de l'Union européenne et ces clauses contractuelles type associées au contrat global de sous-traitance. Vous allez avoir aussi d'autres types de contrats qui peuvent intervenir aussi dans le cadre d'un traitement de données, les accords de responsabilité conjointe, donc prévus là aussi par l'article 26, entre deux responsables de traitement, qui doivent aussi organiser leur responsabilité sur le traitement, qui fait quoi dans le traitement des données.
comment les droits des personnes sont gérés. Est-ce que c'est le responsable A ou le responsable B qui va s'occuper plus de cette partie-là, etc., etc. Et donc, il va falloir organiser ça. Et puis, vous allez aussi avoir des cas où vous allez tout simplement transférer des données, pas forcément dehors de l'Union, pas forcément à un sous-traitant, pas forcément à un autre responsable de traitement conjoint, mais tout simplement à un autre responsable de traitement. Vous avez un partenaire commercial, voilà, on fait un webinar par exemple, et bien vous allez peut-être transférer des données donc d'inscription à un webinar, à un salon, à un événement, à des partenaires. Donc dans ce cadre-là, vous pouvez avoir d'autres cas où vous transférez des données pour de la réutilisation de données, par exemple dans la recherche, etc. Et donc vous allez devoir aussi en, en responsabilité, vous assurer de l'utilisation qui est faite des données que vous allez transférer, que ça répond bien derrière aux objectifs qui ont été donc communiqués aux individus, et ainsi de suite, et que la base légale, etc. Vous couvrez votre responsabilité. Alors si on s'arrête un peu sur qu'est-ce qu'on doit finalement piloter, qu'est-ce qui est intéressant à surveiller. On voit bien qu'on a des contrats, on a une liste de contrats parfois importante, mais on a un certain nombre de points sur lesquels on va devoir revenir parfois, on va se poser des questions. La première chose, ça va être effectivement, eh bien, est-ce que mon contrat existe? J'ai une obligation, j'ai un traitement, j'ai un outil peut-être qui est utilisé. Est-ce que j'ai un contrat là qui existe ou pas? Est-ce que je respecte la réglementation qui m'impose un contrat? Première chose. Si j'ai pas de contrat, où est ce contrat? Ça se trouve, il existe, mais j'en ai pas connaissance. Et le jour où on me le demande, eh ben, comment je peux le savoir? Ou alors, on a un prestataire, mais il veut pas nous donner son modèle de son contrat. Ou peut-être qu'il en a pas, ou peut-être que voilà, les relations sont plus compliquées. Donc ça, c'est un enjeu, le premier, qui est de savoir si le contrat existe. Et pour tous nos sous-traitants, chaque sous-traitant doit savoir s'il y a un contrat. Et on doit savoir quel est ce contrat. Et on doit pouvoir y accéder rapidement. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être aussi un peu le contenu de ce contrat. Il y a des éléments qui doivent ressortir de ce contrat qui sont intéressants pour moi. Que j'agisse en tant que responsable de traitement ou que j'agisse en tant que sous-traitant. Je suis moi-même sous-traitant et je vais avoir un certain nombre de clients, eh bien, je vais encadrer pour chacun de mes clients les relations parfois qui sont négociées, qui peuvent être différentes. Et un accord de responsabilité de sous-traitance, la plupart du temps, il est un peu négocié. Et souvent, il y a des points, justement, un peu, voilà, de négociation qui ressortent. Alors parfois, pas de négociation, très bien, c'est le cadre un peu général. Alors, on n'est pas toujours dans des contrats d'adhésion comme on parle, mais en tout cas, on va avoir certains points de négociation. Au moins, la description du traitement et puis comment est-ce qu'on veut que, avec son sous-traitant, ça s'organise. En particulier, on va avoir quelque chose qui revient assez souvent. On l'a dit, c'est les violations de données. Vous avez un problème, votre sous-traitant connaît un incident de sécurité, vous avez une obligation, vous, en tant que responsable de traitement, ou dans la chaîne de sous-traitance, ben, vous avez un sous-traitant ultérieur qui a un incident, vous devez, vous, en tant que sous-traitant, informer vos propres responsables de traitement, et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que ça s'organise? Quel est le délai qu'on va s'imposer? Entre un responsable de traitement et son sous-traitant, eh bien, le sous-traitant doit notifier les responsables de traitement dans les plus brefs délais. Ça, c'est la règle. Et puis, le responsable de traitement doit informer l'autorité de contrôle, notifier dans les 72 heures, à partir du moment où il en a pris connaissance. Donc, à partir du moment où le sous-traitant lui a informé. Donc, cette relation de combien de temps je te donne pour m'informer d'un problème, eh bien, ça, c'est souvent quelque chose qui est négocié. Ça peut être 24 heures, 48 heures, 72 heures, dans les plus brefs délais. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas la règle très spécifique, hein. C'est laissé à la libre appréciation, sachant qu'il faut que ce soit évidemment efficace, et c'est ça tout l'objectif, il faut toujours penser derrière aux personnes. Première chose qu'on peut essayer de relever, on va avoir peut-être 50 sous-traitants,
peut-être qu'on n'aura pas toujours la même chose. Et si en plus, moi je suis sous-traitant, parfois je vais avoir des clients qui auront négocié d'avoir un délai plus court que les autres. Donc peut-être que je les identifie. Troisième point, c'est les droits des personnes. Comment est-ce que les droits des personnes sont pilotés dans mon contrat? Est-ce que c'est moi qui les gère? Est-ce que si je reçois une demande, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai un point de contact vers mon client ou vers, en tout cas, mon sous-traitant ultérieur? Si jamais moi je dois exercer mon droit et que les données sont chez mon sous-traitant, comment ça se passe? Donc ça, c'est un point aussi qu'il faut évidemment avoir donc en tête dans ce contrat et faire ressortir. Est-ce qu'il y a des transferts? Mon contrat concerne ou non des transferts en Union européenne? Est-ce qu'il y a une annexe à ce contrat? Est-ce qu'il y a un point de contact? Quel est le point de contact dans mon contrat? Si jamais, par exemple, je dois eh bien, faire mon suivi de ce contrat, recontacter la personne pour pouvoir demander des précisions, si jamais j'ai une mise à jour, par exemple, d'une personne dans un procédé, des instructions donc, que je dois donner à mon sous-traitant, eh bien, à qui je vais l'adresser? Donc, on voit ici que c'est important de savoir ça. Et le jour où on a quelque chose qui arrive, eh bien, on doit généralement soit agir un peu dans l'urgence, soit avoir l'inventaire tout fait, mais on n'a pas forcément toutes les données. Et bon, vous savez bien qu'aller lire des contrats toute la journée, c'est pas facile. Parfois, ils sont en plus pas toujours très lisibles. Et puis aller faire ressortir toutes les informations de ces contrats. S'il faut le faire là dans la journée, parfois, bah, ça va être très compliqué. Imaginez qu'on a 200, 300, 500 sous-traitants, ça dépend des entreprises, mais ça peut aller vite. Et ben, comment identifier toutes ces personnes-là? Et puis, un point important, ça va être de pouvoir identifier si mon contrat est conforme, tout simplement. Déjà, est-ce qu'il existe? Quels sont les points importants à relever dans ce contrat? Puis, est-ce qu'il est conforme par rapport à ce que demande le RGPD? Est-ce que par rapport au point qu'on a vu juste avant, mon contrat prévoit l'objet, durée de contrat, la nature, la finalité? Est-ce qu'il prévoit qu'il y a une autorisation écrite ou générale? D'ailleurs, ça aussi, c'est un point qu'il faut savoir. Le jour où on doit changer de sous-traitant ultérieur, est-ce que je dois informer tel client spécifiquement ou est-ce que ceux-là, bah, je les mets dans l'information générale et puis j'attends qu'ils reviennent vers moi? Qui fait la démarche en premier? Donc, ça, c'est des éléments évidemment très importants à savoir. Donc, la conformité. Est-ce que mon contrat est conforme? Vous voyez, c'est des indicateurs en fait. C'est tout ça. C'est des indicateurs. Alors, comment on fait? Bah, nous, on a un super outil, on en a parlé déjà tout à l'heure. Et puis, je pense qu'il y a parmi vous de nombreux clients. L'idée, ça va être d'utiliser effectivement un outil. Parce qu'il y a un certain nombre de questions qu'on va avoir. Comment prouver ma conformité si je suis contrôlé? Et comment prouver rapidement? J'évoquais tout à l'heure la CNIL qui va demander les contrats. Pour ceux qui ont connu un contrôle de la CNIL, dès que la CNIL vient, elle va faire le cycle de vie de vos données, des traitements. Et puis vous allez lui dire, bah là, voilà, alors ça passe là, là, tiens, c'est dans tel outil. Ah, mais cet outil, c'est qui? Ah, bah, c'était l'éditeur. Ah, bah, donnez-moi le contrat avec l'éditeur. Ah, bah là, ensuite, ça part ici, puis ça va là. Ah, puis là, il y a des personnes. Ah, bah là, c'est qui? Bah, ça, c'était l'éditeur, etc. Bah, pareil, etc. Et donc, on se retrouve facilement à devoir fournir tous les contrats. Comment suivre tous ces contrats? Ça va vite d'avoir plein de sous-traitants. Aujourd'hui, c'est hyper facile. Il y a plein d'outils SaaS, comme Dastra par exemple, qui sont un peu partout. Et puis, parfois, d'ailleurs, on ne sait même pas s'ils sont utilisés. Donc ça, c'est aussi un autre enjeu de savoir quels sont les outils utilisés. Mais en plus de ça, c'est ensuite de savoir si l'outil qu'on utilise, est-ce qu'il a un contrat? Et ensuite de ça, est-ce que le contrat, il est conforme? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? Et puis si on a 50 outils ou 200 outils, si on est dans un groupe d'entreprises, voilà, on va avoir, ça peut aller très vite, plein d'outils qui vont utiliser des données à caractère personnel. Donc comment arriver un peu à organiser ça? Vous voyez qu'on est assez proche quand même de la logique des traitements, hein. Faire son registre, finalement, donc, quand on fait son registre, eh bien, on ajoute une brique contrat. Est-ce que j'ai un sous-traitant? OK,
et est-ce que j'ai un contrat? La question va tout de suite avec. Comment faire un reporting efficace? On a besoin de prouver un peu son travail aussi, de pouvoir expliquer ce qu'on fait, de pouvoir identifier tout simplement les points où ça ne va pas. Comment suivre donc le cycle de vie d'un contrat? Ça, c'est aussi des choses qui sont importantes dans le pilotage. Est-ce que mon contrat il est signé? Est-ce que le contrat il est valide? Est-ce que mon contrat il est expiré? Et notamment dans le secteur public, vous allez avoir des marchés, vous allez avoir des marchés avec des dates. Ah bah le marché est terminé. Bon, alors je dois renouveler mon marché. Mon sous-traitant, dans mon traitement, là, moi je ne peux pas arrêter d'utiliser les données. Par contre, il va falloir que eh bien, je lui demande de renouveler le contrat. Donc, anticiper. Et puis parfois automatiser l'anticipation, etc. Donc voilà, tout simplement stocker les documents contractuels, comment donc déléguer la revue de ce contrat donc avec d'autres personnes, comment impliquer d'autres utilisateurs, d'autres personnes de mon entreprise, comme les juristes en charge de la revue du contrat, comme les achats, comme l'IT, etc. Donc autant d'éléments qui vont nécessiter, et nous on croit, l'utilisation d'un outil. Alors on peut avoir des outils tout simples, des Excel, d'autres choses. Il peut y avoir des outils qui existent déjà pour tout le suivi des contrats. Il n'empêche que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'outil aussi qui soit relié à la cartographie des traitements de données, à la cartographie du système, aux outils qu'on utilise, qui eux-mêmes, tous ces outils, eh bien, sont liés à des traitements. Et on va voir que c'est un peu la logique qu'on a voulu pousser avec Dastra, c'est de pouvoir utiliser la cartographie des actifs pour pouvoir centraliser justement ce besoin. Alors, ça passe par un registre, une liste tout simplement de nos contrats. C'est la première chose très utile. On va pouvoir stocker des documents. Donc, eh bien, le document PDF signé, le Word qui est en cours donc de négociation. On va pouvoir stocker peut-être des annexes. Aujourd'hui, dans un contrat, on peut retrouver pas mal de choses, hein. On va aussi retrouver des liaisons avec d'autres éléments. C'est-à-dire qu'on a un contrat, il porte souvent sur quelque chose. Il va porter sur un traitement, il va porter sur un actif. On a dit, il va avoir des parties prenantes, il va avoir des statuts, il va avoir un certain nombre de choses. Il va faire appel à des mesures de sécurité qui sont décrites dans le contrat, et ainsi de suite. On va avoir aussi besoin de les piloter à travers un flux de travail. Un flux de travail, c'est tout simplement se dire, bah, le contrat, il est en négociation, le contrat, il est finalisé, il est en validation par le DPO, il est nouveau, euh, et tout simplement pouvoir identifier où est-ce qu'on en est. Ensuite, vous avez évidemment la possibilité de signer un contrat. Un contrat, ça doit être signé. En tout cas, il doit y avoir un formalisme de cette signature à un moment ou à un autre. On peut y associer des questionnaires. Ça, c'est très utile, notamment pour pouvoir identifier, pour pouvoir faire un travail de conformité, par exemple, sur son contrat, pour pouvoir documenter plus les éléments que l'on veut sur ce contrat. Voilà, quelques éléments aussi importants que nous, on estime dans l'outil, qui vont être de pouvoir piloter plusieurs contrats en une seule fois, faire des modifications groupées, notamment, voilà, identifier un, un, un indicateur, voilà, les transferts ont changé, on va modifier le mécanisme, l'actif ne s'appelle plus pareil, il s'appelle comme ceci, etc. On va vouloir tout faire d'un coup. Et puis on va y associer des contacts, et puis on va y associer aussi des actions à réaliser. Qui dit pilotage, dit aussi travail derrière, donc, et suivi de ces actions de travail. Et donc, à travers des tâches. On identifie les tâches, on les assigne à des personnes, on les réalise, on voit ce qu'on a fait sur son travail, sur son contrat. C'est aussi du reporting, un reporting important sur les contrats, savoir combien il y a de contrats, tout simplement, où est-ce qu'on en est, savoir les contrats
par sous-traitant, les contrats signés dans l'année, et ainsi de suite. Donc, on va avoir un besoin de reporting là-dessus, et ça, les DPO souvent vont en avoir besoin dans le bilan annuel, par exemple, de pouvoir aussi retrouver ces éléments-là. Alors, aussi, l'intérêt de l'outil, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de choses. On parlait du registre, des traitements. Pourquoi est-ce que les DPA, par exemple, ont un lien très fort avec le traitement? Tout simplement parce que le traitement est l'objet même du contrat. Donc, en fait, tout ce qu'on va retrouver dans le traitement, ça doit figurer dans le contrat. Les parties prenantes, qui est responsable de traitement, qui est le sous-traitant. Les mesures de sécurité, quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre dans mon traitement? Les données. C'est quoi les données qu'on va traiter? Et ça, si on reprend l'avis, en tout cas les lignes directrices et les avis donc, des CNIL européennes, sont très exigeants sur ces points-là, d'être très précis dans la description de notre traitement. Et alors, heureusement, on l'a déjà fait dans notre registre. Quels sont les actifs utilisés? Quels sont les outils? Quels sont tous ces éléments-là qu'on va retrouver dans notre fiche de traitement? Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir gagner du temps pour pouvoir les générer. Donc, l'idée, je vais vous montrer juste après, ça va être de pouvoir aussi utiliser les informations de notre cartographie pour les générer, si jamais il n'existe pas. Et ça, c'est le cas où, par exemple, on va faire appel à un nouveau sous-traitant et qu'on a notre modèle de contrat, ou alors qu'on veut avoir un contrat qui ne soit pas celui du sous-traitant, eh bien, on va pouvoir aussi pousser la génération de ce contrat à partir des éléments directement du sous-traitant. Et comment on va pouvoir faire ça? On va pouvoir aussi solliciter le sous-traitant, par exemple dans la démarche d'achat, pour lui demander les informations, même parfois du contrat, qui vont servir à remplir la fiche de traitement, mais aussi à remplir le contrat. Pas de ça, gagner un peu de temps avec tout ça. Alors, avant d'arriver à la fin, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble dans Dastra. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dastra, c'est un outil donc SaaS qui vous permet de piloter l'ensemble des éléments de votre conformité qu'on voit ici. Et vous avez un certain nombre de modules. Alors là, vous avez tous les modules et vous avez un module contrat que vous retrouvez ici. Et dans ce module contrat, on retrouve justement une liste ici, par exemple, de l'ensemble de vos contrats que vous allez retrouver. Et ça paraît parfois tout bête comme principe, mais c'est l'objectif de pouvoir relever un certain nombre d'indicateurs qui vont être utiles. Je l'évoquais tout à l'heure, quand on va avoir par exemple un besoin de remonter un incident de sécurité à nos clients, si on est sous-traitant, eh bien, on va devoir identifier rapidement quels sont les responsables de traitement pour lesquels on travaille qui m'ont peut-être demandé de notifier dans un délai de 24 heures. Et donc, on va essayer de retrouver ça très rapidement de cette manière-là et de savoir où est-ce qu'on en est. On va pouvoir aussi identifier d'autres éléments. Ça paraît bête, mais c'est des systèmes de filtres très avancés. Et ça, c'est la philosophie aussi dans Dastra, d'avoir un système de liste, de base de données que l'on va pouvoir manipuler très facilement. Et ces bases de données sont aussi liées entre elles aux autres éléments de Dastra. Et je vous évoquais tout à l'heure le registre, notamment que vous voyez ici. Quand vous avez ici des traitements, vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont elles-mêmes être nécessaires pour renseigner le contrat. Ces éléments, vous les retrouvez aussi dans ce qu'on appelle, nous, une cartographie, à travers un certain nombre de référentiels, à travers les outils utilisés, ce qu'on appelle des actifs, et vous allez pouvoir associer des contrats à des actifs. Et comme l'actif, l'outil, le support des données, c'est un peu le pivot dans l'ensemble de votre cartographie, eh bien, vous allez ensuite retrouver ces liaisons. Donc, vous voyez ici
L'intérêt, il est aussi de pouvoir retrouver facilement quels sont mes contrats qui sont en cours, qui sont actifs, qui éventuellement peuvent être archivés si on veut ajouter un statut à ces contrats, par exemple, pour savoir lesquels ne sont plus actifs. Et puis, est-ce qu'ils sont signés? Quelles sont les parties prenantes? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que je veux que l'ensemble de mes contrats soit accessible à toutes les équipes? Ou est-ce que je veux que l'ensemble des contrats soit aussi rangé dans ce qu'on appelle des unités organisationnelles pour être associés au traitement de données derrière? Quand on rentre dans un contrat, par exemple, on va aller retrouver ici, alors ne vous fiez pas au document, ce n'est pas du tout un contrat, mais c'est justement une explication des clauses contractuelles type, mais c'est pour vous montrer la logique. Vous allez retrouver un certain nombre de choses dans votre contrat. Vous allez retrouver, la première chose, c'est le document. De quoi on parle? Alors là, ce sera le PDF de votre contrat, ce sera le document Word de votre contrat, peut-être plusieurs documents que vous pouvez avoir également dans votre contrat, que vous allez retrouver ici. Et puis, vous allez retrouver ici des métadonnées, donc l'emplacement, la date de début, la date de fin du contrat. Vous allez retrouver aussi des éléments descriptifs. Et j'évoquais tout à l'heure la nécessité de relever un certain nombre d'informations, de piloter par exemple rapidement quelles sont les durées, les délais pour les violations de données, quels sont les éléments de gestion des droits des personnes, et bien autant d'éléments que je vais aller extraire visuellement de mon contrat et aller renseigner directement dans ma fiche, si vous voulez, contrat ici. Et donc j'ai ajouté pour l'occasion des champs ici que j'ai créés moi-même, qui peuvent être évidemment variables selon ce que vous souhaitez vous piloter, mais vous voyez, pour pouvoir retrouver rapidement mes informations. Quel est le nom de mon contact? Alors ça peut être le nom, ça peut être l'email, enfin ça peut être l'élément de contact, etc. Et donc je sais immédiatement que quand j'ai besoin d'aller voir les informations, je vais aller le retrouver ici dans mon contrat. Je retrouve ensuite mes signataires, et là je fais appel justement au référentiel. J'ai un acteur ici qui s'appelle Payfit, par exemple, pour ce contrat, qui va être signataire de ce contrat. Alors, c'est pas du tout, c'est vraiment un exemple, hein, ici, aucun lien avec Payfit. Je peux avoir plusieurs signataires, et ces signataires vont être aussi en charge de, on va documenter la signature. Est-ce que mon contrat est signé? Si oui, tel acteur a signé le contrat et on va pouvoir ajouter une signature, soit manuellement, c'est-à-dire qu'on va déclarer tout simplement une date. Et voilà, ça a été signé à telle date. Moi, on sait qu'il est valide et que la signature est à telle date. Et puis, si jamais on veut le faire signer électroniquement, aujourd'hui, on a la possibilité de s'interfacer dans les outils assez facilement avec des outils de signature électronique, par exemple. On peut demander la signature d'un contrat directement avec un outil de signature électronique. Là, par exemple, vous avez DocuSign. Voilà, on travaille aussi sur d'autres outils de signature électronique, UniverSign, entre autres, ou YouSign. En tout cas, ça, c'est aussi en fonction des évolutions. Mais ce qui va vous permettre, comme ceci, de pouvoir lancer la signature et retrouver ensuite le document signé directement dans votre contrat. Donc là, je ne l'ai pas mise l'intégration, mais on installe la petite intégration. Et il faut évidemment avoir un compte sur, pour le coup ici, DocuSign. On va aussi associer à notre contrat un actif. L'intérêt de l'association avec l'actif, c'est de pouvoir faire cette liaison avec le traitement, avec tous les éléments qui sont associés à l'actif. Quand vous allez avoir un actif ici qui est l'outil, vous avez un traitement de données derrière qui est dans votre registre, vous allez pouvoir y associer ce contrat. Et le contrat, donc, va avoir cette liaison-là. On va avoir un ou plusieurs actifs. On peut aussi, si on le souhaite, faire une liste de contrats et ne pas associer d'actifs. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. On peut aussi avoir des contrats qui sont tout simplement purement documentés ici dans le module des contrats. Et puis, Dastra, c'est éminemment collaboratif. Ça veut dire qu'on va pouvoir identifier des utilisateurs référents
sur ce contrat. Et toujours dans le même système, un système de RACI, validateur, réalisateur informé, on va pouvoir ajouter des personnes, donc utilisateurs de la plateforme là-dessus. L'intérêt, ça va être aussi de pouvoir les tenir informés quand il y a des modifications, leur assigner des tâches, leur demander de répondre à des questionnaires, etc. Et donc, on voit ici que le pilotage des contrats s'inclut de manière très naturelle dans le pilotage des traitements qui vont avec. D'autres éléments de collaboration, on peut discuter évidemment sur la plateforme, on peut avoir des tâches attachées, j'en les évoquais, et associer des questionnaires. On voulait par exemple avoir un questionnaire de la conformité du contrat à l'article 28, on va pouvoir avoir ce questionnaire, répondre aux questions. Donc là, on va être plus dans l'analyse spécifique du contrat pour pouvoir au moins documenter et avoir un résultat peut-être d'un score, d'un bloc d'analyse et avoir l'information qui est associée à notre contrat. Le RGPD, c'est des obligations de documentation énormément. C'est de maintenir des éléments de preuve. Donc il faut toujours savoir finalement qu'est-ce qu'on fait. Et puis quand on fait quelque chose, c'est mieux de le documenter parce que comme ça sert pour la suite et puis ça sert à titre de preuve. Alors aujourd'hui, vous pouvez me poser la question, est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut aider pour pouvoir faire une revue du contrat? Oui, il y a déjà d'ailleurs des sociétés qui proposent ce type de prestations. Nous, on avance chemin petit à petit, et c'est quelque chose probablement qu'on fera un jour sur ce module de contrat. On peut aussi versionner notre contrat. On a renouvelé notre contrat, on a modifié le contrat, on va pouvoir avoir une nouvelle version qui peut être réalisée. Et puis, je les disais, un statut, un pilotage des contrats à travers différentes étapes pour pouvoir suivre ces contrats. Nos contrats, on les a ici. On a aussi des éléments statistiques que l'on va retrouver ici par défaut. On peut avoir des éléments aussi de rapport directement personnalisés sur nos contrats. Par exemple, tous les contrats par actif, par traitement. On veut savoir, pour telle partie prenante, par exemple, ou tel actif, combien j'ai de contrats et combien il y a de traitements concernés. Et on va voir ici notre liste. Et bien là, on a effectivement le savoir si tel traitement, oui, il y a un actif, ok, est-ce qu'il y a un contrat, il n'y a pas de contrat. Et où est-ce qu'on en est de ce contrat? Et enfin, il y a quelque chose que j'évoquais juste avant, c'est aussi de pouvoir générer des contrats. Quand on va créer un contrat, on va pouvoir partir de zéro. Alors, on lui met un nom, on dépose un fichier, on le positionne. Mais on peut aussi partir justement de notre cartographie pour générer le contrat. On a ici quelques modèles. Alors, le début des modèles. Il y en a d'autres qui sont en cours, qui vous permettent de créer des contrats. Par exemple, générer un DPA. Ça tombe bien, on a des clauses contractuelles type de la Commission européenne qui nous permettent de renseigner un accord de sous-traitance très facilement. Si on veut avoir uniquement l'annexe parce que l'accord, en fait, on a un accord groupe, on a un accord de notre entreprise, et puis c'est toujours la même chose et on veut l'utiliser. Par contre, la variable, finalement, elle est vraiment dans l'annexe. On va pouvoir utiliser l'annexe uniquement pour la générer. Et puis, on évoquait l'utilisation des clauses contractuelles type de transfert. On va vouloir aussi générer ces clauses à partir des éléments de nos traitements. Alors, les clauses contractuelles type de transfert, pour ceux qui les ont déjà utilisées, elles sont aussi un peu cossues. Il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de modules. Il manque d'ailleurs un nouveau module qui devrait arriver très prochainement. On va essayer de gagner du temps. Je prends par exemple mon accord. J'ai ici un mode d'emploi, globalement. Ce qui va m'être demandé, c'est de renseigner un certain nombre d'options. Je vais par exemple choisir déjà pour lequel
le type de traitement. Est-ce que c'est un traitement dans lequel je suis responsable de traitement? Est-ce que c'est un traitement dans lequel je suis sous-traitant? Et en fonction de ça, eh bien, on n'aura pas les mêmes options. Et ensuite, je vais choisir le traitement à partir duquel je vais créer mon traitement, créer mon contrat. Je vais choisir ici le destinataire, c'est-à-dire le sous-traitant, avec qui je vais mettre mon contrat. Je vais prendre ici, par exemple, Payfit. Je choisis les quelques options qui sont ici dans les clauses contractuelles type. Alors, bien sûr, ici, on est dans le cadre du RGPD. On peut ajouter une clause d'amarrage. Alors, qu'est-ce que c'est? On va voir la petite infobulle. Et le descriptif qui permet donc de raccrocher une partie au contrat une fois que le contrat est signé. Et puis, on va choisir l'option de recrutement, par exemple, pour les sous-traitants ultérieurs. Est-ce que c'est une autorisation spécifique, générale? Quel est le délai de notification pour le recrutement? Quelle est la durée du traitement? Et puis, est-ce qu'il y a des limitations ou garanties apportées par l'utilisation des données? Bon, on va laisser ça comme ça. Je génère mon contrat. Et vous voyez ici que j'ai le détail de mon contrat qui est présent là, avec l'ensemble des clauses pré-remplies, parce qu'on a des clauses contractuelles type, et je vais avoir ici le détail de mon traitement, la fameuse annexe qui va être intéressante. Eh bien, on va retrouver l'ensemble des catégories de personnes, l'ensemble des données, l'ensemble des éléments de finalité. On va avoir aussi les mesures de sécurité qui sont donc précisées, qu'on a dans notre traitement, et éventuellement les sous-traitants ultérieurs, le cas échéant. Là, j'en ai pas mis, mais on les retrouverait ici. On peut avoir donc, avant de le générer définitivement, là on est dans une phase d'aperçu, on peut le modifier. On va cliquer sur modifier, et puis on peut aller changer les éléments ici directement pour réajuster éventuellement. Tiens, alors ici c'est pas RG comme ceci, ça va être RG comme ceci. Et ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé, eh bien, soit je choisis du Word, soit du PDF. Et ensuite, on va donc le retrouver ici. Mon contrat est dans ma liste. Et je vais pouvoir le piloter et le suivre directement ici. Alors, je ne sais plus où il est mon contrat, il est là. Et je vois, je suis à l'étape nouveau. Et je vais pouvoir avancer ensuite dans la négociation et dans la validation de ce contrat. Je vais ensuite y rattacher peut-être des actifs. Par exemple, on va rattacher l'actif Payfit. Et donc, je vois ici que mon actif Payfit, il y a un contrat dessus et que, ça tombe bien, Payfit est également dans le traitement de données que j'avais. Voilà pour la partie contrat. Je voudrais qu'on prenne juste quelques instants, si vous voulez, pour quelques questions, si vous avez. Et puis ensuite, on pourra s'arrêter là. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui, alors déjà, effectivement, est-ce que ce sera en replay? Oui, tous nos webinaires sont toujours en replay. Là-dessus, on crée pour chaque traitement un actif. Alors, la question des actifs, elle est importante. Je disais, c'est un peu le pivot. C'est-à-dire que dans chacun des traitements, vous devez décrire un certain nombre de choses et on doit aussi savoir eh bien, les données où elles sont. Et le fait de pouvoir documenter un actif, c'est-à-dire l'outil parfois utilisé, le support des données, eh bien, ça va servir notamment à savoir ça. Et ça va servir de liaison avec donc le contrat, mais aussi avec les mesures qui peuvent être associées à des actifs, mais aussi à des données, etc., et qui vont vous permettre de pouvoir tracer tout ceci dans votre traitement. Donc, pour avoir une liaison entre un traitement et un contrat, il faut effectivement avoir un actif associé. Voilà. L'actif, c'est tout simplement l'outil, hein, le support. Que ce soit, alors c'est facile quand il s'agit d'un sous-traitant, ça va être utilisé, mais ça peut être aussi du matériel, ça peut être aussi donc un actif immatériel aussi. Donc voilà, il n'y a pas de là-dessus de
limite dans la définition, dans la description de ces actifs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà. Alors, effectivement, le modèle que j'ai utilisé là, il n'est pas dans les modèles proposés de Dastra. On est en train justement de le peaufiner pour en remettre un. Mais par contre, Corentin, si jamais tu as un modèle, et ça c'est une des forces aussi d'Astra, vous pouvez contribuer à proposer des modèles pour qu'on puisse les mettre à disposition de tous dans le cadre de la communauté des utilisateurs. Et ben voilà, est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Et ben c'est parfait. Ben, je vous propose qu'on s'arrête là. Si vous avez des questions, si vous voulez tester le module, en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter directement pour plus amples informations. Et je serai ravi de vous retrouver pour une prochaine intervention.